Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et première chose, bon anniversaire Amine, c'est notre 30e vidéo ce soir. Alors, pour notre 30e anniversaire, on va vous parler de l'alopécie. L'alopécie, c'est ce qui désigne l'accélération de la chute des cheveux et des poils. On en parle généralement, on en parle généralement quand on perd plus de 100 cheveux par jour sur une longue période. Donc, vous allez pouvoir compter à partir de demain dans votre évier, le nombre, dans votre lavabo, le nombre de cheveux que vous perdez. Alors, de l'alopécie découle ou peut découler la calvitie, qui est le point ultime. C'est un sujet de préoccupation constant au cours de l'histoire, tant chez l'homme que chez la femme. Alors, bonjour Amine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la chute de cheveux? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Joyeux anniversaire à toi aussi. Donc, euh, donc ce soir, on a choisi de parler d'alopécie, de chute de cheveux, etc. parce que c'est un sujet qui revient tout le temps. On reçoit beaucoup de messages et beaucoup de demandes dans ce sens. Donc, on a fini par organiser une vidéo dans ce sens. En réalité, métaboliquement parlant, c'est extrêmement complexe. C'est un sujet qui est extrêmement complexe et c'est pour ça que on a des débats, pas forcément uniquement des gens qui sont concernés par ça, mais aussi dans la communauté scientifique. On a beaucoup de débats pour pouvoir identifier et comprendre de quoi il s'agit métaboliquement parlant. Mhm. Alors, il y a plusieurs hypothèses, mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas des hypothèses, c'est vraiment des choses qui sont bien confirmées. Donc, ça peut être par exemple dû à des carences micronutritionnelles. Donc, les micronutriments sont extrêmement importants pour le développement des cheveux et des poils. Et si on a des carences dans ce sens-là, ça bloque en fait le développement du cheveu et ça fait que soit on a par exemple le passage, parce que au niveau des phases de développement du cheveu, on a trois phases. On a une phase de développement qui dure très longtemps, plusieurs années, qui est l'anagène, et puis ensuite suivie d'une catagène, une phase qu'on appelle catagène, qui est une phase qui dure quelques semaines, 3 semaines 3 semaines en général, et Mhm. puis la phase télogène, qui est en fait la fin de développement du cheveu. Et au bout de cette phase-là, le cheveu va tomber et sera remplacé par un autre. Et donc, le cycle se répète. Et donc, dans ce sens-là, pour les nutriments et les micronutriments, lorsqu'on a des carences micronutritionnelles, le plus souvent, ce qui est impacté, c'est cette première phase anagène qui euh, permet aux cheveux en fait de pousser et qui d'ailleurs prend le plus de temps. Si vous regardez au niveau de vos cheveux, vous avez beaucoup plus de cheveux qui sont en phase anagène que de cheveux qui sont en phase télogène. Tout simplement parce que la phase anagène prend beaucoup plus de temps que les autres phases. Donc, les carences sont très importantes. On a par exemple le fer, le cuivre, le zinc, le silicium, les vitamines du groupe B, etc. Donc, il y a quasiment tous les micronutriments sont impliqués dedans, au moins on va dire les vitamines et les oligoéléments et les minéraux. Ensuite, on peut avoir aussi des problématiques toujours d'ordre micronutritionnel, toujours dans le sens d'une diminution des micronutriments, mais cette fois, pas en termes de carence, mais plutôt en termes d'arrivée de ces nutriments au niveau du follicule pileux. Et ça se passe en fait quand on a une mauvaise circulation capillaire au niveau de la peau, des cheveux, donc les nutriments arrivent moins et forcément on a un développement moins important des cheveux et donc on passe plus vite de la phase anagène à la phase télogène. Aussi, on peut avoir d'autres problématiques qui ne sont pas d'ordre micronutritionnel, mais on va dire d'ordre métabolique. Par exemple, un stress oxydatif trop important, une diminution de l'activité des enzymes antioxydantes, etc. Donc ça, c'est c'est aussi une cause, ça peut être aussi une cause, bien que ça ne peut pas être une cause
en elle-même, seule, ça peut être combiné à d'autres choses, notamment des carences en vitamines, par exemple, antioxydantes. On peut avoir aussi une association avec de l'inflammation, soit une inflammation généralisée en général, soit une micro-inflammation de la région folliculaire. Donc, quand on a une micro-inflammation, le stress oxydatif s'exacerbe autour du follicule pileux et ça crée un passage plus rapide vers la phase télogène. Aussi, on peut avoir également, et ça c'est très très connu, le fait que par exemple les cheveux accumulent des substances toxiques, surtout des métaux toxiques. Et d'autres types de substances toxiques, des substances chimiques, des polluants, etc. Et donc cette accumulation, donc c'est très très connu. D'ailleurs, on fait des analyses des cheveux pour voir l'intoxication sur le long terme, par exemple de métaux lourds, par exemple, ou métaux toxiques, des halogènes comme par exemple l'aluminium. Donc cette intoxication, lorsqu'elle est très prononcée, ça participe aussi à la destruction du follicule et du cheveu. Et ça produit dans ce cas cette fameuse chute de cheveux. On a d'autres aussi raisons, comme par exemple qui sont moins prises en compte, en tout cas, comme l'exposition prolongée aux rayons UV, par exemple. Donc on s'expose au soleil pour avoir suffisamment de vitamine D, mais si on s'expose pour une longue période, donc les cheveux vont subir les conséquences et vont être, on va dire, détruits, parce que les rayons UV, c'est quand même des rayons, et ça augmente le stress oxydatif et ça détruit les cellules qui sont des cheveux, en fait. Et puis ensuite, on a aussi un autre cas qui est bien connu aussi, qui est le stress. Donc le stress est très très bien connu pour provoquer des alopécies ou des chutes de cheveux bien localisées qui parfois durent dans le temps, plusieurs mois. Parfois elles durent vraiment très très longtemps et parfois ça disparaît au bout de quelques jours ou de quelques semaines. C'est tout simplement dû au stress, à un stress plus important. Quand on dit que c'est dû à un stress plus important, ça veut dire que ça peut être hormonal, ça peut être aussi nerveux. Dans l'endroit où il y a la chute de cheveux, il y a une partie, on va dire, de l'électricité qui est produite par le système nerveux qui passe dans cette zone-là pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais qui se concentre sur une zone précise et qui produit cette problématique de chute de cheveux. Après, on peut avoir aussi des problématiques hormonales en fonction du sexe. À ce moment-là, chez la femme, c'est différent que ce qu'on a chez l'homme. Justement, tu me tends la perche. Est-ce que l'homme et la femme sont égalitaires là-dedans et quelles sont les différences? Oui, oui, c'est en termes de prévalence. On peut dire qu'on a, malgré que c'est pas les mêmes périodes de la vie où on peut avoir ces problèmes d'alopécie, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, mais c'est un peu différent, hein. C'est des modèles différents chez l'homme ou chez la femme, mais en tout cas, on n'a pas plus d'hommes ou plus de femmes que d'hommes qui sont atteints par cette pathologie. Donc ça concerne tout le monde en fait. Sauf que, par exemple, chez la femme, il ne s'agit pas d'endroits localisés. Par exemple, chez l'homme, c'est des endroits bien localisés, bien connus, surtout au niveau de la partie qui est au-dessus du front, et puis et d'autres parties aussi, donc par derrière aussi, en région occipitale, la région pariétale aussi, qui sont les plus atteintes. Par contre, chez la femme, c'est plutôt une diminution homogène du nombre de cheveux. Donc, ça ne se voit pas forcément directement, mais il y a une diminution homogène. Donc, c'est une configuration différente, mais c'est le même principe, c'est le même impact. Sur les hormones, chez la femme, en général, c'est à partir de la ménopause.
en période de post-ménopause et à partir déjà de la ménopause, voire de la pré-ménopause, on commence à avoir une baisse des hormones sexuelles et spécialement l'œstrogène. Quand il y a une baisse d'œstrogène, parce que l'œstrogène est bien connu pour stimuler le développement cellulaire, pour activer le cycle cellulaire, et justement les follicules pileux ont besoin donc d'une croissance constante et donc d'une synthèse de l'ADN, d'une croissance plus importante, etc., et d'une quantité importante d'énergie. Et ça, on l'obtient avec l'œstrogène chez la femme. Et c'est d'ailleurs ce qu'on remarque classiquement lorsqu'on est au cours du cycle menstruel chez la femme, lorsqu'on est dans les périodes où il y a les pics d'œstrogène, on va dire vers la fin de la phase folliculaire, qui est la phase qui suit immédiatement les règles. Vers la fin de cette phase-là, on observe déjà que la peau et le teint s'éclaircissent, les cheveux deviennent plus brillants, etc. Donc, c'est influencé, c'est impacté par les taux d'œstrogène qui sont synthétisés. Et donc, dans ce sens-là, quand on est en période de pic, ça apparaît visuellement. Et donc, quand on arrive à la ménopause, moins d'œstrogène et forcément donc moins de développement des cheveux et on passe plus vite de la phase anagène à la phase télogène. Pour l'homme, c'est un peu différent parce que pour l'homme, l'hormone qui est la plus impliquée dans l'alopécie et la chute de cheveux, c'est plutôt un métabolite de la testostérone qui est la dihydrotestostérone qu'on obtient justement avec une enzyme qu'on appelle la 5-alpha-réductase. Donc la 5-alpha-réductase va convertir la testostérone en dihydrotestostérone. Et plus on a de dihydrotestostérone, plus on est prédisposé à ce problème de chute de cheveux. Et du coup, donc, soit on a une quantité importante de dihydrotestostérone parce qu'on a beaucoup de testostérone d'un côté, et soit tout simplement on a une 5-alpha-réductase qui est induite, plus induite que la norme, que ce qu'il faut. Et donc c'est l'une des raisons qui produisent en tout cas cette problématique d'alopécie qu'on appelle l'alopécie androgénétique. C'est donc cette dihydrotestostérone va produire une accélération de la phase anagène pour qu'on passe plus vite vers la phase télogène. Pareil, donc c'est toujours le même principe. Et donc la différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme aurait un déficit en œstrogène, alors que l'homme aurait un excès de dihydrotestostérone. Alors, mais justement, puisqu'il y a des déséquilibres, comment est-ce qu'on peut faire pour corriger ces déséquilibres? Est-ce qu'il y a des nutriments qui sont indispensables pour limiter ou pour stopper carrément cette perte de cheveux? Justement, c'est là où réside toute la complexité du sujet et toute la problématique. C'est qu'en fait, très souvent, on commercialise des molécules, des plantes, c'est-à-dire des composants bien précis, et on leur attribue des effets contre l'alopécie, contre la chute de cheveux, etc. Ce qui est en quelque sorte vrai, on va dire théoriquement c'est vrai, mais il faut bien comprendre que ici on est sur un problème tellement complexe que il ne suffira pas d'utiliser un composant ou deux ou trois ou cinq ou 10. C'est vraiment d'une complexité incroyable. Il y a plein de voies métaboliques, il y a plein de cibles métaboliques qu'on doit utiliser, des targets qu'on doit utiliser pour améliorer la poussée des cheveux, la qualité des cheveux, etc. Et la résistance des cheveux. Et donc, je vais essayer d'expliquer globalement. J'espère que je ne vais pas oublier certaines choses parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut faire et qu'il faudrait cibler. Donc, on a déjà pour commencer
Et pour être bien organisé, on a certaines molécules. Donc, des molécules qui sont des nutriments en réalité. On peut avoir des polyphénols. On peut avoir, par exemple, certains caroténoïdes. On peut avoir aussi certains composants du follicule pileux, notamment, par exemple, la kératine, qui est un composant, en fait, du cortex pileux. On peut avoir, comme j'ai dit, donc des polyphénols et le plus connu, ce sont les OPC, les oligoproanthocyanidines, donc les dérivés des pépins de raisin, donc qui ont des effets anti-inflammatoires et photoprotecteurs contre les UV. Donc, on en avait déjà parlé au début. On avait dit que l'exposition excessive aux UV produirait aussi une destruction du follicule. On peut avoir aussi donc des caroténoïdes, et donc le plus connu ici, c'est l'astaxanthine. Donc l'astaxanthine est un antioxydant très puissant, anti-inflammatoire, et puis également photoprotecteur. Donc, dans ce sens-là, si on part par exemple sur les OPC, qui ont à la fois un effet antioxydant, anti-inflammatoire, photoprotecteur, et aussi l'astaxanthine, combiné avec de la kératine qui va composer le cortex pileux. Alors la kératine, elle compose le cortex pileux, mais ça va aussi augmenter on va dire, ça va augmenter la biodisponibilité de certains acides aminés, comme la cystéine par exemple, qu'on utilise justement pour la synthèse de tout ce qui est nécessaire, des protéines nécessaires pour la poussée des cheveux. Et c'est pour ça que la kératine aurait des effets sur la résistance, des effets bénéfiques sur la résistance des cheveux et sur la brillance aussi des cheveux. Donc ça, ce sont quelques molécules qu'on pourrait utiliser, mais comme je vous ai dit, le problème est beaucoup plus complexe puisqu'en fait, tous les micronutriments sont impliqués. Si on prend les exemples comme exemple, certaines vitamines, par exemple, comme micronutriments, on a par exemple la vitamine C. Et donc la vitamine C, on sait très bien que c'est un cofacteur qui permet de synthétiser le collagène. Et justement, dans le même sens, le collagène, en réalité, il fait partie non pas du follicule pileux en lui-même, mais des cellules souches qui permettent justement de générer de nouveaux follicules pileux. Parce que les follicules pileux, quand il y a de la micro-inflammation, quand il y a une mauvaise microcirculation, quand il y a du stress oxydatif, ils sont détruits en fait. Et il faudra pouvoir avoir une réserve de cellules souches, de cellules progénitrices pour les recycler, les régénérer. Et dans ce sens-là, quand on a une quantité suffisante de collagène, on aura une quantité suffisante de cellules souches, des follicules pileux, et donc une régénération plus importante. Okay. Donc, on peut aussi citer l'exemple de la vitamine E. La vitamine E, qui est très connue comme antioxydant, c'est un antioxydant liposoluble, donc contrairement à la vitamine C, qui est un antioxydant hydrosoluble. Donc la vitamine E, dans ce sens-là, précis pour la chute de cheveux et la préservation des follicules, elle augmente en tant qu'antioxydant, elle augmente le niveau d'une enzyme antioxydante très importante qui va diminuer la peroxydation des lipides. Et la peroxydation des lipides, en fait, c'est l'un, en tout cas, des facteurs qui permet aussi la destruction. Quand on dit peroxydation des lipides, c'est stress oxydatif qui est dirigé, orienté vers les lipides. Donc, c'est une problématique aussi importante par rapport à la préservation des follicules pileux. Ça permet en même temps, exactement comme la vitamine C, d'augmenter des facteurs, ce qu'on appelle les facteurs pluripotents. Et les facteurs pluripotents, en fait, ce sont des molécules, des facteurs qui vont induire la différenciation des cellules souches en follicules pileux. Okay. Donc ça, c'est aussi très important. Donc, vous comprenez que le mécanisme est assez complexe et il faudrait vraiment agir sur plusieurs voies métaboliques pour pouvoir avoir une efficacité importante. Si on prend l'exemple, par exemple, de la vitamine A,
La vitamine A également, c'est un antioxydant. Donc remarquez bien que les vitamines, toutes les vitamines antioxydantes, que ce soit la C, la E ou la A, ils ont des effets très importants sur la poussée des cheveux. Donc la vitamine A en tant qu'antioxydant, ça va empêcher la destruction des cellules ciliées qui sont en fait, qui font partie du cheveu. Ça va empêcher la kératénisation de ces cellules ciliées et ça va stimuler, donc ça va augmenter la durée de la phase anagène des cheveux. Donc ça va donner une longue vie aux cheveux. Et puis également, si on revient sur d'autres vitamines, comme par exemple des vitamines de type vitamine D ou les vitamines du groupe B, également, toutes les vitamines du groupe B, par exemple, sont impliquées dans la préservation et l'augmentation de la durée de la phase anagène. Pourquoi? Parce que la plupart des vitamines B sont impliquées dans la synthèse de l'ATP, chose qui est bien nécessaire pour les follicules pileux, pour qu'ils puissent se développer, pour les cheveux, pour qu'ils puissent pousser et acquérir une certaine résistance. Et également, toutes les vitamines B, ou en tout cas la quasi-totalité des vitamines B, est impliquée soit directement, indirectement dans la synthèse de l'ADN, ce qui est nécessaire aussi pour le développement du cheveu. Donc, plus on a d'ATP et d'ADN, plus le cheveu va être préservé et va pousser pendant une plus longue période, et donc on va préserver la phase anagène. Également, la vitamine D dans ce sens intervient comme accélérateur du cycle cellulaire et de la croissance. Quand on dit accélérateur du cycle cellulaire, c'est-à-dire que ça va accélérer, ça va favoriser la prolifération et donc la poussée du cheveu. Ça diminue aussi l'inflammation parce qu'on sait que la vitamine D est un immunomodulateur du système immunitaire, de l'immunité en général. Donc, si on rentre dans les détails des détails, il y a plein de choses à voir, mais les vitamines du groupe B qu'on connaît, là, les vitamines B1, B2, B3, B6, B9, B12, et également des pseudo-vitamines du groupe B, comme par exemple l'acide pantothénique, la vitamine B5, la fameuse vitamine B8 aussi, qui est la biotine. La B8, par exemple, elle agit sur la brillance des cheveux et ça améliore aussi leur croissance. Parce que tout simplement, c'est un cofacteur des enzymes carboxylases et qu'on a plusieurs enzymes carboxylases qui sont impliquées dans la croissance du cheveu. Si on prend en considération, par exemple, que la vitamine B5 augmente aussi l'ATP, la quantité d'ATP, parce que c'est un précurseur de l'acétyl-CoA qui est un carrefour métabolique qui va être impliqué dans le métabolisme énergétique. Pareil, la vitamine B5 va avoir des implications très intéressantes et on le voit soit dans des études précliniques sur l'animal ou même des études chez l'humain. La vitamine B5 réduit, par exemple, le grisonnement des cheveux parce que ça augmente l'hydratation au niveau du follicule pileux. Donc, ça augmente l'hydratation, ça protège aussi contre les éléments toxiques, par exemple les fumées de cigarettes. Les fumées de cigarettes, ça produit une destruction au niveau des follicules pileux. On ne le voit pas, mais c'est un fait. Okay. Donc, ça, c'est, on va dire, très succinctement et très, très, très résumé en ce qui concerne les vitamines. Et on peut citer aussi donc le sélénium, par exemple, comme antioxydant, le zinc aussi pour aider à développer l'ADN. Autre chose très importante aussi que j'ai failli oublier, la silice. La silice est extrêmement importante. Ça fait partie intégrante du cheveu. C'est un composant essentiel du cheveu et aussi du collagène. Donc, on avait parlé du fait que le collagène faisait partie du cheveu, des cellules souches du follicule pileux. Eh bien, le silicium, ou la silice, fait partie du collagène et fait partie du cheveu lui-même. C'est un composant essentiel du cheveu. Alors, Dominique qui nous demande justement si le manque de cystine peut être responsable d'une perte rapide.
Oui, oui, tout à fait. J'ai pas bien entendu. La, Cystéine ou la cystine? cystine, la Oui, cystine. oui, aussi, parce que la cystéine, c'est l'une des acides aminés avec Mhm. l'un des acides aminés avec la proline. Donc, on a la proline et la cystéine qui sont les plus connus. Alors, il y a d'autres acides aminés, bien entendu, mais ceux-là sont les plus connus. Euh, et la cystéine se convertit en cystine et vice-versa. Donc, la cystine aussi se convertit en cystéine. Donc oui, ça peut. Donc juste pour Ok. rappel, la cystéine et la cystine sont des acides aminés soufrés. Donc ça pourrait être, si on a une carence, oui, tout à fait. Alors, tu nous as parlé des nutriments. Est-ce que certaines plantes sont des plantes spécifiques sont à conseiller ou utilisables? Oui, en plus de tout ce que je viens d'expliquer, et il y a, Dieu sait qu'il y a d'autres choses aussi que j'ai pas pu expliquer parce que je me rends compte que maintenant il y a d'autres choses que j'ai zappé un peu, ce que j'ai oublié. Il y a plein de choses, mais oui, pour les plantes aussi. Mais Mhm. j'insiste encore une fois, le plus important, c'est d'avoir une synthèse de tout ça. C'est un ensemble de tout ça. Et là, on peut espérer avoir des résultats. Pas on prend ceci ou cela, que la vitamine B5 ou que la vitamine B12 ou que, je sais pas, sélénium avec vitamine C et ces trucs-là. Ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit, il faut, comme on dit, il faut frapper fort parce que le problème est assez complexe. Donc, en ce qui concerne les plantes agissent de différentes façons. Si on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport, par exemple, aux causes de la chute de cheveux, Mhm. on avait parlé de plusieurs choses. On avait parlé du stress, on avait parlé du stress donc psychologique, du stress oxydatif, de l'inflammation, etc. Et donc, vous avez remarqué très probablement que pour les micronutriments, les mots-clés qui revenaient principalement, c'était synthèse d'ATP, synthèse de l'ADN, anti-inflammatoire, antioxydant, donc régénération du collagène, Mhm. améliorer la poussée du cheveu. Donc ça se sent vraiment, c'est ce qu'on peut obtenir avec les nutriments en général. Mais par contre, avec les plantes, on peut avoir on peut agir sur d'autres voies, d'autres cibles. Par exemple, on a par exemple le palmier nain. Mhm. Donc, le palmier nain est bien connu pour inhiber la 5-alpha-réductase. Donc, quand on dit inhiber sur des études in vitro, ça n'inhibe pas réellement, ça ralentit. Okay, parce que c'est très difficile d'inhiber une enzyme métabolique fonctionnelle. Donc, ça ralentit, et c'est déjà pas mal. Donc, on peut aussi avoir, par exemple, le safran. Et le safran, comme on le sait très bien, c'est aussi une bonne source de 5-HTP, de Mhm. 5-hydroxytryptophane, et ça a un rôle antidépression, anti-stress, et donc ça joue un rôle aussi important dans le cas d'alopécie, surtout quand elle est induite par le stress. Mais dans tous les cas, même si le stress n'est pas la cause principale, le stress est toujours là, puisqu'on a un mode de vie sédentaire et que le stress est toujours là comme cause secondaire, voire principale. Okay. Donc, sur ces deux plantes-là, on peut les utiliser soit chez la femme ou chez l'homme. Mhm. Donc, ça fonctionne chez les deux. Et puis, on peut avoir des plantes bien spécifiques, des plantes pour l'homme et des plantes pour la femme, ou des Mhm. composants différents en fonction du sexe. On peut avoir par exemple des effets anti-inflammatoires, antioxydants et antihistaminiques à travers la grande ortie, par exemple. Donc c'est une très bonne plante qui est bien connue pour ce qui concerne les problèmes qui concernent la chute de cheveux. Okay. On a aussi le tribule terrestre Mhm. qui a aussi des effets sur l'IGF, par exemple. Donc ça stimule la croissance des cheveux aussi. Okay. On a Pygeum africanum, par exemple, qui
contient aussi, par exemple, l'acide férulique et d'autres composants aussi qui vont inhiber également ou ralentir la 5-alpha réductase et par conséquent, dans ce cas, diminuer la dihydrotestostérone. Voilà. Et donc, ça diminue la dihydrotestostérone par inhibition de la 5-alpha réductase, mais ça a aussi des effets anti-inflammatoires, antioxydants, etc. Donc, ça, c'est l'effet des plantes. On a différents effets, on cible différentes cibles et en même temps, on a les effets anti-inflammatoires et anti-stress oxydatif. Donc, ça, par exemple, ce sont des exemples uniquement de ce qu'on peut utiliser chez l'homme. Après, on a d'autres plantes aussi. On peut avoir, par exemple, c'est pour donner quelques exemples par rapport à la femme, on a par exemple le grand trèfle. Donc, le grand trèfle ici, qu'est-ce qu'il va cibler? Il va plutôt cibler la perfusion, donc la microcirculation du follicule pileux. Et en même temps, s'il est pris par une femme en phase ou en situation de ménopause, il va aussi donner un certain rééquilibrage hormonal. Donc, ça, c'est important pour les femmes, donc surtout tout ce qui concerne le rééquilibrage hormonal. Et on va le voir, par exemple, avec c'est-à-dire des produits ou des composants qui vont améliorer ou qui contiennent, en tout cas, qui vont améliorer la quantité ou la bioactivité de l'œstrogène. Et cela, il faudrait les utiliser uniquement c'est-à-dire le mieux, c'est de les utiliser chez les femmes ménopausées qui ont une carence en œstrogène, donc parce que ça contient des phytoœstrogènes. Phytoœstrogènes sont par exemple comme les lignans, ou ce qu'on appelle les lignanes, qui sont des polyphénols qui miment l'action de l'œstrogène, qui n'augmentent pas la synthèse de l'œstrogène, c'est-à-dire ça ne va pas induire l'aromatase. Ça va plutôt mimer l'action de l'œstrogène, ça va se fixer sur les récepteurs de l'œstrogène. On a par exemple les graines de lin dans ce sens. On peut avoir aussi le houblon, par exemple, le houblon qui contient aussi des phytoœstrogènes. On peut aussi avoir, donc, à côté des phytoœstrogènes, et qui sont des polyphénols, on peut avoir d'autres substances aromatiques, des molécules aromatiques qui sont œstrogènes-like et qui ont aussi les mêmes propriétés, c'est-à-dire qui ciblent les récepteurs de l'œstrogène, comme par exemple ce qu'on trouve dans la sauge. Et donc, en plus de tout ça, c'est pour ça que je vous disais au début, c'est un équilibre entre plusieurs choses. Quand on stimule chez la femme l'œstrogène, que ce soit chez la femme ménopausée ou chez la femme pas encore ménopausée, il faudrait avoir des garde-fous de l'autre côté. Il faudrait que cet œstrogène, que ce soit donc œstrogène, parce que par exemple comme dans le cas de la sauge, on a les deux types de substances aromatiques. On a des substances qui vont agir sur les récepteurs de l'œstrogène et des substances qui vont augmenter la synthèse de l'œstrogène dans la sauge, ce qu'on n'a pas dans les autres, là où on a les phytoœstrogènes, par exemple les graines de lin, ou qu'est-ce que j'ai cité comme exemple, le houblon, par exemple. Houblon, oui. Voilà. Et donc, dans ce sens-là, quand on augmente la synthèse de l'œstrogène, il faudrait des garde-fous, comme par exemple le brocoli. Donc, le brocoli est un détoxifiant extrêmement puissant. Et c'est un détoxifiant qui est bien spécifique pour l'œstrogène, pas l'œstrogène, mais les métabolites toxiques de l'œstrogène, notamment les 16-OH. C'est aussi un antioxydant, ça c'est bien connu, mais c'est aussi donc antioxydant à travers la voie NRF2, mais aussi détoxifiant. Détoxifiant de l'œstrogène parce que ça stimule le CYP3A4 qui est l'enzyme qui détoxifie en phase 1 l'œstrogène, le 16-OH, et également stimulant de la phase 2 parce qu'il contient du soufre. Donc le brocoli est extrêmement important lorsqu'on utilise ce genre
de plantes ou de Mhm. composants, surtout les phytoestrogènes, les substances aromatiques, oestrogènes-like, etc. Donc voilà un petit topo sur les plantes. Bon, je sais que j'en ai oublié plusieurs autres, mais Mhm. déjà, ce que j'avais expliqué déjà au début, depuis le début, sur les nutriments, les micronutriments et puis les plantes en général et d'autres composants, on devrait faire un mélange de tout ça. Mhm. Un mélange de tout ça et l'utiliser. Et là, je pense que ça va fonctionner. Oui, voilà, ben, je rebondis là-dessus. Effectivement, on l'entend. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas une recette Et pour on tout le l'a déjà fait. Il y a- Effectivement, mais justement, donc il n'y a pas une recette pour tout le monde. C'est que l'homme et la femme sont bien distincts et différents. On doit travailler avec des plantes différentes. Je vois Maïté justement qui me demande quelle plante pour les hommes. Et ça, je vais y revenir rapidement parce que, enfin rapidement, on ne saurait pas détailler ici toutes les plantes. Ça nous prendrait pas mal d'heures. Mais je vous invite à aller voir sur le site Nutrilogix le produit qui s'appelle Crineo, pour lequel Nutrilogix a participé à l'élaboration. Donc Crineo K-R Y. Pardon, Mhm. N-E-O. Vous trouverez ça facilement avec justement une composition pour les hommes, une composition pour les femmes bien distincte, pardon. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. C'est à mon sens un produit qui, non, pas à mon sens. Pour avoir fait une étude de marché sur ce produit, pour être très transparent avec tout le monde, je peux vous assurer que c'est un produit qui en vaut vraiment la peine. Pardon, je m'étouffe en même temps. Je passe aux questions. Est-ce que problème de perte de cheveux post-accouchement, à quoi est-ce que ça pourrait être dû? De Emmanuel qui me pose la question. Oui, ça peut être dû à soit au stress tout simplement Mhm. de l'accouchement, soit, L'hormone, les soit hormones un également. problème hormonal tout Ouais, simplement. ouais. Mais normalement, ça se restaure Mhm. ensuite donc toute seule assez vite. Bon, alors si ça se restaure pas à ce moment-là, je pense que le mieux c'est de lui conseiller Crinéo. Mhm. Euh, alors, une énigme. Un patient qui a une alopécie totale avec presque pas de pilosité sur le corps depuis l'âge de 13 ans avec une testo à 9. À quoi est-ce que ça pourrait être dû? En général, ça c'est des problématiques génétiques. Ouais. Ce- Ici, bon, on n'a pas tout expliqué, mais il y a des choses qui sont extrêmement complexes et enfin, qui ne peuvent pas être, on va dire, être guéries, ça c'est clair. Mhm. Donc, c'est des problèmes en général génétiques, des problèmes de testostérone extrêmement basse, par exemple. Euh, donc, voilà un petit peu. Ou alors des problèmes idiopathiques qu'on ne comprend pas. Ouais. Alors, en parlant de génétique, j'en profite pour saluer mon père et le remercier pour ce qu'il a fait, puisque il y en a beaucoup moins que moi encore, au même âge. Alors, Amel qui nous demande si on peut complémenter aussi en NAC. Oui, en NAC en combinaison Ouais. avec le brocoli, oui, tout à fait. On peut optimiser la phase 2 avec le NAC, oui. Alors effectivement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est, désolé si je prononce mal, Faiza, qui nous dit, et les Faiza, oui. shampoings, Faiza, oui, pardon, donc, et qui nous dit, et les shampoings ont-ils un effet ou bien utiliser des shampoings neutres? Euh, En fait, je peux pas répondre à cette question, en fait. C'est parce que les shampoings, il y en a beaucoup et en fonction de la composition, bien entendu, mais il n'y a pas, je ne sais pas si c'est le sens de la question, s'il va dans ce sens-là, mais Hmm. en tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est de cette question, est-ce que, par exemple, une application externe, ou qu'est-ce que vous pensez d'une application externe versus une prise par voie orale? Mhm. Je ne sais pas si c'est le sens de la question, mais je vais répondre quand même dans ce sens. Si c'est pas le sens, c'est intéressant quand même, ce que tu vas nous dire. Oui, et
Et donc, en fait, oui, bon, les shampoings peuvent avoir des effets. Les shampoings, pas uniquement les shampoings, il y a les shampoings, les lotions, pré-shampoing, après-shampoing, etc. Tout ça, des gels, etc. Ça peut avoir des effets intéressants. Je ne parle pas ici en termes de chute de cheveux ou autre, je parle sur la qualité des cheveux, euh, c'est tout ce qui est peau, etc. Ça peut avoir des effets très intéressants si c'est bien adapté et bien conseillé et si c'est bien composé, si c'est un bon produit. Maintenant, il n'y a pas de comparaison qu'on puisse faire entre un shampoing ou n'importe, je ne parle pas uniquement des shampoings ou n'importe quel produit à application externe. Et ça, c'est un principe en fait. C'est un principe en esthétique, en cosmétologie. C'est qu'en fait, la qualité des tissus, et notamment ici on parle des cheveux, voire de la peau, elle vient de l'intérieur. Elle vient du métabolisme interne. Alors, bien sûr, et bien évidemment qu'il y a beaucoup de choses à régler et qu'on peut régler de l'extérieur par des applications extérieures, etc. Et heureusement, c'est très bien. Mais quand on a des déficits, quand on a des carences, quand on a des déséquilibres hormonaux, quand on a de l'inflammation, quand on a du stress oxydatif, ces problèmes-là ne se règlent pas de l'extérieur, ça se règle de l'intérieur. Donc, il faudrait déjà régler les problématiques qui sont de cet ordre-là et que j'avais expliqué euh, par des composants bioactifs qui fonctionnent sur ces choses-là. Et ensuite, oui, pourquoi pas, compléter avec des shampoings ou des lotions ou peu importe. Donc, toute chose qui est bien adaptée, bien conseillée et bien formulée et de bonne qualité qui s'applique de l'extérieur, oui. Alors, je regarde les dernières questions. Tu en as vaguement parlé au début. Une pelade à cause. Est-ce qu'une pelade peut avoir uniquement une cause psychologique? Ah, ça peut... Non, pas forcément. Pas Ça peut uniquement en tout avoir... cas. Il y a des pas liens. Ouais, ouais. uniquement, non, non, non. Ça peut être... le plus souvent, c'est une cause de stress, mais ça peut être aussi un problème microbien, par exemple. Ça, c'est ce qui dure dans le temps. C'est ce qui dure. Quand c'est un problème de stress, à moins que le stress reste toujours, c'est-à-dire dans la même intensité, les mêmes problématiques, que ça s'aggrave, etc. Et là, ça va durer. Mais en général, en fait, on a des périodes comme ça qui viennent de stress intense, qui produisent les pelades, et ensuite, ça disparaît. Mais si ça ne disparaît pas, ça veut dire que c'est un désordre systémique ou alors que c'est du stress, ça a été dû au stress, c'est un facteur déclencheur, mais qu'ensuite sont venus se greffer plein d'autres facteurs qui ont fait que ça reste et que ça continue. Mais ça ne sort pas du cadre de ce que je viens d'expliquer. Je vais bientôt en terminer là. Je lis encore une remarque. Et donc, déficit et ou carence en micronutriments. Donc à mon sens, oui, en l'occurrence. Déséquilibre en tout cas et carence en micronutriments pour la perte de cheveux. Oui, oui, c'est ce que j'avais expliqué au Oui, tout hein, voilà. début. Les carences micronutritionnelles sont très, très importantes et on les retrouve. Et d'ailleurs, ça, c'est l'une des choses dont je n'avais pas parlé. Euh, il y a parmi les vitamines et les oligo-éléments que j'avais cités, on a par exemple la vitamine D, la vitamine C, si j'ai une bonne mémoire, la vitamine B12, la silice, la vitamine A, la vitamine E et quelques autres micronutriments en tout cas. Sélénium. Oui, enfin quelques autres micronutriments qui sont documentés dans la littérature ou quand on a une alopécie, chute de cheveux, ou quelque chose qui ressemble à ça, on a très souvent une carence en ces micronutriments que je viens de citer. Donc, il y a une association entre carence bien claire, hein, une association, corrélation bien claire entre carence et chute de cheveux.
dans ce sens-là. Et puis, bien sûr, toutes les problématiques hormonales, mais tout est lié, en fait. On ne peut pas distinguer, de dire, OK, on a d'un côté les carences, de l'autre côté les déséquilibres hormonaux, de l'autre côté le stress, etc. Quand on a des carences, on a aussi des déséquilibres hormonaux parce que les micronutriments sont des cofacteurs de l'équilibre hormonal. Quand il y a des équilibres hormonaux, pareil, les hormones, en fait, modulent le passage des micronutriments dans les cellules, modulent le passage ou l'absorption des micronutriments, modulent aussi la conversion et la bioactivation des micronutriments, etc. Donc, tout est lié. Alors, je t'ai perdu entre deux. J'ai perdu la connexion entre deux, mais je suppose que tout le monde a entendu. J'ai un Internet stable. Je te pose une dernière question. Avez-vous une approche pour la maladie inflammatoire auto-immune qu'est la pelade universelle? Il faudrait insister sur les anti-inflammatoires vraiment puissants, comme par exemple comme les polyphénols principalement, et insister aussi sur la détoxification. Ça produit beaucoup de toxicité et une maladie auto-immune. Et aussi, il faudrait aussi éviter, enfin, il faudrait réajuster l'alimentation, etc. Éviter tout ce qui est pro-inflammatoire, surtout le gluten, par exemple, la caséine, par exemple, aussi. Donc, il faudrait diminuer ces choses-là. Tout ce qui est inflammatoire aussi. Bon, il y a plein de choses à dire sur l'inflammation, sur l'inflammation et sur l'alimentation pour l'adapter à l'inflammation pour que ça devienne anti-inflammatoire. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir. Et aussi, bien sûr, regarder s'il n'y a pas un déséquilibre sous-jacent hormonal et des carences sous-jacentes aussi qui peuvent s'associer à ça. Ok, merci. Alors, cette dernière question, je me sentais obligé de la poser parce que même si le temps est dépassé, c'est ma compagne qui l'a posée. J'avais peur de la zapper et de me faire Avec recevoir plaisir. et de me faire recevoir après en rentrant à la maison. Eh bien voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie encore, comme chaque semaine, de nous suivre et et de partager les vidéos et de partager ce moment en tout cas avec nous. Bonne soirée à tous. Salut Amine. Merci, salut, très belle soirée, à lundi prochain. Au revoir.